Bonsoir, on va pouvoir démarrer. Les problèmes techniques étant réglés. Merci pour les courageux qui sont restés. On va essayer de ne pas vous endormir pour la dernière heure et de répondre à cette question autour de l'erreur. Donc on commence par remercier les sponsors et les organisateurs, nombreux et pertinents. Merci à vous pour toute cette belle organisation et merci aux sponsors pour que l'événement puisse avoir lieu. On va parler du droit à l'erreur. On le fait à quatre mains, comme vous pouvez voir. On l'a écrit à quatre mains, on aime bien. C'est rigolo. C'est un travail d'équipe. Mais justement, comment on s'appelle? Tu t'appelles comment, Guillaume? Alors, moi, je m'appelle Guillaume Letroux. Je travaille pour la société Infotel Conseil. Je suis le directeur des OP. Et je suis aussi directeur conseil. À mes temps perdus. Voilà. Voilà. Moi, je m'appelle Laurent Renesson. Je suis coach agile et coach professionnel également. Et je suis freelance. J'ai monté ma société. Elle s'appelle Chacoach. Et We Are Not Bisounours. Alors, pourquoi cette conf en fait? Ce qui nous a intéressé dans ce sujet-là, c'est que souvent dans l'agilité, on promeut le droit à l'erreur. On en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Et puis finalement, quand on arrive dans les organisations, c'est loin d'être si évident que ça. Nombre de managers en fait veulent mettre en place le droit à l'erreur, mais c'est pas forcément si simple. Et ils sont pris entre des injonctions paradoxales, entre cette envie finalement, et puis la nécessité de delivery, la nécessité d'avoir finalement des plannings, qu'on tienne les plannings et que ce soit comme ça, et puis que ça déroule quoi en fait, que le delivery déroule. Et quelque part c'est bien légitime. Et d'un autre côté en fait, ces managers, ces dirigeants qu'on peut voir par ailleurs, ils se disent mais comment est-ce qu'on peut faire quoi? Vous êtes marrant vous à nous dire qu'il faut mettre en place le droit à l'erreur, mais concrètement ça se traduit comment? We are not bisounours dans notre société et voilà il faut que ça déroule. Donc c'est finalement c'est à cette question qu'on va tenter de répondre. Donc on va voir un petit peu ce que ça veut dire finalement le droit à l'erreur, à quoi ça peut donner accès. Ensuite, finalement, quelles sont les postures qui vont lui permettre d'exister? Et au final, on va vous livrer notre retour d'expérience sur tout simplement sur des tips qui nous facilitent la vie et qui permettent de le mettre en œuvre plus facilement. Voilà, c'est une question qu'on s'est posée parce que tous les coachs parlent de droit à l'erreur, droit à l'erreur. On s'est dit mais concrètement ça veut dire quoi et comment on y répond dans une entreprise? Alors pourquoi l'erreur c'est la preuve de ton intelligence? Déjà il faut partir de ce concept-là, qui est un petit changement, c'est que l'erreur est la preuve de notre intelligence. Déjà quand on aura compris ça, on verra ce qu'on peut en faire de l'erreur. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Mais déjà, c'est une base importante. Bien souvent l'erreur est associée, en tout cas en Europe et pas que, à quelque chose d'assez négatif. C'est quelque chose qui s'oppose au succès. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on veut, finalement. On veut réussir dans les affaires, dans la vie personnelle. Et donc l'erreur, c'est vu comme quelque chose de négatif. C'est ce paradigme qu'on va essayer de vous faire changer. Et voir à quoi ça nous donne accès, finalement. Déjà, la notion de succès, je m'entendais une autre conf qui en parlait, c'est en général, on a l'image de quelque chose de très linéaire vers le succès. La vraie vie, on le vit tous. Hein. La réalité, c'est que c'est un sac de nœuds. Et c'est beaucoup de tergiversations et d'hésitations et d'erreurs qui nous permettent d'accéder au succès. Et un exemple très simple, il y en a énormément, mais excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est Michael Jordan qui dit avoir raté 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu 300 matchs. Et alors moi j'aime bien le 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Donc là on imagine bien le truc où il est devant, toute la salle qui hurle. Il a le shoot à faire pour gagner ou perdre le match, et il le loupe. Et en fait, il a échoué encore et encore dans sa vie, mais c'est pour ça que c'est devenu un grand champion et une star.
Et en fait, bien souvent, le frein à la réussite, c'est l'absence d'échec. C'est-à-dire que Jordan, il a dû travailler beaucoup, 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 et faire énormément d'erreurs pour devenir le champion qu'il est. Et c'est vrai dans tous les sujets. C'est vrai dans les affaires, c'est vrai dans tous ceux qui ont monté leurs startups qui sont devenus des Google ou des Facebook. Bien souvent, ils se sont plantés un grand nombre de fois avant de réussir. Donc c'est ça que ça permet déjà, en général. Ça permet cela si on respecte un certain nombre de critères. Si on ne s'identifie pas à l'échec, bien distinguer la personne de l'action. Si on n'est pas dans le déni, énormément de gens qui refusent de dire qu'ils ont eu un échec ou qu'ils ont loupé quelque chose, et ils sont dans le déni, et si on est dans le déni, on n'est pas en capacité d'apprendre de l'échec. Si on ne prend pas le temps d'entendre ce que l'échec a à nous dire, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable d'analyser son échec. Pourquoi j'ai loupé ça? Pourquoi j'ai raté ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a loupé tel dossier? Comment on apprend de nos erreurs? Et il faut prendre le temps pour l'écouter. Bien souvent, on se dit, bon, on met un mouchoir dessus, on ne veut plus trop revenir dessus, on l'oublie, et on passe à autre chose. C'est quoi mon prochain objectif, mon prochain enjeu? Je ne veux surtout pas remettre le doigt là où ça fait mal, alors que c'est justement en se retournant et en se disant, bon, bah, qu'est-ce qui m'a permis cela, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué, que l'on progresse. Et si on l'inscrit dans une aventure de la réussite. Jordan, quand il loupait ses matchs et qu'il perdait ses matchs et qu'il loupait ses balles de la victoire, il était quand même, on peut l'imaginer, dans une dynamique du succès et de la réussite. Il est devenu le grand champion qu'il est parce qu'il a créé une dynamique autour de lui et il s'est imposé la rigueur qui était nécessaire pour devenir et transformer tous ses échecs en un succès. Ou en des succès, en l'occurrence, lui, c'était un très très grand champion. Alors, si on a ce mindset, alors l'échec peut nous apprendre beaucoup. Et pourquoi? Pourquoi? C'est la preuve de notre intelligence. On ne fait pas une grande explication très complexe, mais c'est prouvé par des neurosciences. Parce que contrairement au poulain, nous on sait conduire une voiture vers 17, 18 ans. Le poulain, en fait, quand il naît, tout ce qu'il saura faire dans sa vie, il sait le faire à la naissance. Voilà. Il a un instinct qui est une capacité d'apprendre qui est très faible. Par contre, tout ce qu'il sait le faire, tout ce qu'il saura faire dans sa vie, marcher, courir, etc., dès qu'il naît, il sait le faire. Nous, c'est l'inverse. On met des années avant d'apprendre à marcher, à courir, à faire du vélo, à conduire une voiture. Et donc, on tombe beaucoup quand on marche, on tombe quand on court, on casse la voiture de papa quand on conduit sa voiture. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin, on sait conduire une voiture sans avoir trop d'accidents, ou sans trop risquer notre vie, celle des gens qui voyagent avec nous. Le poulain, bah lui, voilà, tout ce qu'il sait le faire, bah, il a su dès le départ. Et c'est ce qui nous différencie. Mais en fait, du coup, c'est notre capacité à apprendre de nos erreurs toute notre vie qui nous permet aujourd'hui de faire de l'agilité, d'apprendre l'agilité en quelques années, de se planter et de se dire on va quand même y arriver dans l'entreprise dans les années à venir. Et c'est la promesse qu'on se fait nous, et c'est la promesse qu'on s'est fait en se disant bon, on va envoyer des hommes sur la Lune, on va faire des bombes atomiques, bon des fois aussi on fait des conneries, mais ça, c'est l'histoire qui nous l'apprend aussi. C'est prouvé par les neurosciences. Je vous invite à aller creuser le sujet si ça vous intéresse. Je ne vais pas le développer ici, c'est assez complexe. Mais en gros, ce qu'il démontre, c'est qu'un enfant qui ne fait pas d'erreur ne peut pas développer son intelligence. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à faire. On ne sait pas grand-chose à la naissance, mais on a une très forte capacité à apprendre, et on apprend par l'erreur. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va nous permettre ensuite? Laurent va le développer. Oula, il y a un bruit bizarre. Mais c'est ce qui nous caractérise. À l'inverse, le talent et le succès, c'est même l'inverse, ça nuit à notre intelligence. C'est un exemple d'entreprise, Kodak, qui avait inventé l'appareil numérique dans les années 70, je ne sais plus la date exacte, 75, vous voyez, quand c'est arrivé à peu près sur la table de chevet de votre chambre, 20 ans avant, et ils se sont dit non, mais en fait ça va bouffer notre marché de l'argentique. Nous on fait des milliards sur l'argentique,
on va pas y aller, on va pas le développer. Donc le gars qui avait inventé son truc, il est resté dans son coin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà riches, ils avaient déjà du succès, et en fait, ça nuit à leur intelligence dans la mesure où ils ne se sont pas dit, tiens, si on se projetait dans les 5 ou 10 prochaines années, on va déjà rester bien assis sur notre confort. On peut reprendre des exemples sur des êtres humains, hein, des gens assez doués à l'école, qui n'ont pas beaucoup besoin de travailler, qui ne réfléchissent pas beaucoup. Donc là, je cite un livre qui est cité à la fin, mais qui ne travaillent pas tant que ça à l'école, bon, qui reçoivent les diplômes, qui trouvent un travail, voilà, qui ne s'amuse pas, qui fait une dépression à 40 ans, parce qu'il ne s'est jamais confronté à l'échec, jamais confronté à la difficulté. Et il se rend compte à 40 ans, bah, en fait, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il s'est pas tapé la tête dans le mur plusieurs fois et remis en cause, et donc il n'a pas eu cette capacité à se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire moi, à quoi je mets mon intelligence au service et comment derrière j'utilise cela. Voilà. Donc à l'inverse, en fait, le talent et le succès peut, si on ne sait pas bien manœuvrer, nuire à son intelligence. Et donc qu'est-ce que ça permet? L'erreur, c'est Laurent qui va vous. Voilà, l'erreur nous apporte quoi? Alors plusieurs choses. Déjà, à titre individuel, enfin quand je dis individuel, c'est pour chacun, ça peut nous apporter 4 points. La persévérance, notion de bifurcation, ça nous apporte de l'humilité et créativité et audace. On va développer tout ça. Voilà, persévérance, Guillaume en a parlé tout à l'heure à propos de Michael Jordan. Ben voilà, il a joué, essayé, il a persévéré. Et maintenant, sans doute qu'il a développé très fortement cette capacité de persévérance, qui est un atout dans la vie. Hein. Quand on veut faire n'importe quoi, l'idée c'est de ne pas arrêter tout de suite, quoi. C'est d'essayer de le faire le mieux possible. On voit ça en musique, on en parlait tout à l'heure à la pause, on est tous les deux musiciens. Et voir, il y en a d'autres dans la salle là-bas qui jouent du punk, ouais, ils jouent le punk. Et puis d'autres aussi, cool. Et voilà, en musique, avant de bien jouer quelque chose, il faut le jouer, faire des gammes, et s'user les doigts et tout ce qu'on peut s'user finalement pour jouer les choses de manière parfaite. Quelqu'un qui joue du violon dans un orchestre philharmonique, il joue pas merveilleusement bien comme ça du jour au lendemain. Il a passé des heures, des journées, des mois, des nuits entières à travailler. Dans les sciences, c'est pareil. Dans les sciences, c'est exactement la même chose. Par exemple, en chimie, avant de trouver le bon dosage de produit, on essaye, c'est-à-dire qu'on dose, on travaille par dichotomie, un peu moins, un peu plus, etc. Et on trouve le bon dosage. On apprend de l'erreur. C'est par les erreurs qu'on arrive à apprendre des choses, et ça nous apprend justement cette notion de persévérance. Et d'ailleurs, en coaching, c'est également ce qu'on apprend aux équipes et aux équipiers, c'est à apprendre, faire des erreurs, mais persévérer toujours, de telle manière à ce qu'ils cultivent, finalement, à ce qu'ils apprennent cette culture de la persévérance et de l'apprentissage. Mais il y a un moment, voilà, à force de faire des erreurs, il y a un moment, on peut persévérer, c'est bien, mais il y a certaines fois où persévérer, ça peut mener dans le mur. Donc ça peut être important aussi de savoir prendre ce recul. Et donc le fait de faire des erreurs nous amène à nous poser des questions et peut nous apporter cette qualité, en tout cas, qui est la bifurcation. Des exemples de bifurcation, il y a Blablacar, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Blablacar, ils ont essayé de développer leur business en Turquie et ça ne fonctionnait pas. Donc ils se sont posés des questions, ils ont essayé des choses. Et en fait, ils se sont aperçus à un moment qu'en Turquie, ils utilisent beaucoup la monnaie, en fait, les pièces. Chose qui nous est un petit peu, dont on s'est un petit peu éloigné. Nous, dans les pays plus occidentaux, finalement, on paye beaucoup par carte, donc ça facilite le commerce électronique. En Turquie, voilà, le business ne fonctionnait pas, donc je crois qu'ils se sont retirés même dans un premier temps. Peut-être qu'ils sont retournés ensuite, mais je suis resté sur ce point-là. Et ça apporte également l'humilité. À force de faire des erreurs, oui, finalement, ça rend humble de faire des erreurs. Et le fait de devenir humble, ça nous permet également de savoir apprécier
je serais tenté de dire, les erreurs des autres, en tout cas, savoir les accepter. Et ça, c'est une profonde qualité quand on travaille en équipe, quand on est manager, quelle que soit notre position finalement dans l'entreprise. L'humilité, c'est quelque chose d'important. Quand quelqu'un fait une erreur, on dit ok, tu as fait une erreur, mais moi aussi je suis capable d'en faire et j'en fais des erreurs, donc on va pas se blâmer. Et ça apporte également de la créativité, en tout cas ça mène à la créativité. Bon, là l'exemple très connu c'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline par hasard en faisant une erreur finalement. On pourrait prendre d'autres exemples dans la science qui finalement par l'erreur ont amené de grandes découvertes et j'irais même jusqu'à dire que bon nombre de découvertes dans la science ont été apportées par l'erreur. Je m'intéresse un peu à tout ce qui tourne à l'astronomie, l'astrophysique, ce genre de trucs. Et ce qui est assez rigolo, c'est que il y a des planètes qui ont été découvertes comme ça par des erreurs parce qu'on s'apercevait qu'il y a des modèles qui marchaient pas. Donc quand un modèle marche pas, on se pose deux questions. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère et qui fait que le modèle est vrai, mais que les résultats, enfin qui permettent d'interpréter les résultats, ou à l'inverse. L'erreur permet aussi de dire est-ce que mon modèle finalement est vraiment vrai quoi. Et donc ça permet de challenger le modèle également. Donc l'erreur c'est une grande source d'apprentissage et de créativité. Et il y a Charles Pépin dans son livre dont on s'est inspiré sur ces slides en tout cas qui a contribué à notre réflexion. Lui pose une question, il va encore plus loin. Il dit vaut-il mieux réussir de façon classique ou échouer de manière innovante? C'est une question super puissante quand même. Quand on est en entreprise ou même n'importe où, même dans notre vie personnelle, vaut-il mieux réussir de façon classique ou échouer de manière innovante? Donc voilà, ça pose vraiment la question finalement de cette erreur qui peut vraiment amener des choses dont on ne se serait même pas douté. Ça marchait jusqu'à présent, donc on peut s'en réjouir. Voilà. Non, ça marche plus du tout. C'est peut-être un problème de pile, non? Elles sont toutes neuves, ok. Bon, est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Ok, merci. Donc on a trouvé une télécommande finalement, elle est orange, elle est là. Merci beaucoup. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a compris, on a changé de paradigme. Finalement, l'erreur, c'est la preuve de notre intelligence. Ça nous apporte un certain nombre de choses et c'est comme ça que la science avance, par exemple, entre autres. Concrètement, dans une entreprise, une banque, une assurance, une industrie, comment on le met en œuvre? Parce qu'on n'aime pas trop quand même que la prod s'arrête, que les voitures ne fonctionnent pas ou que la banque ne soit plus accessible si on a fait une grosse erreur de mise en production. Donc, qu'on va être capable de le mettre en œuvre? Donc, on va voir les limites. Dans une deuxième partie, c'est les limites de la mise en œuvre. Et on s'interrogeait déjà si, dans l'auditoire, certains d'entre vous auraient des idées pour mettre ça en œuvre concrètement. Alors, comme il y a des conférenciers dans la salle, ou des gens qui sont... On peut passer le micro. Est-ce que vous avez des idées sur comment on peut le mettre en œuvre concrètement au sein des organisations? Oui. Maintenant qu'on a compris que c'était un moyen de progresser, maintenant qu'on a compris que c'est un moyen de progresser intéressant et que c'était même l'essence de l'être humain, comment on fait? Pablo, je suis sûr qu'il a des idées. Se débrouiller pour que l'erreur soit acceptable pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une erreur est acceptable pour l'entreprise? C'est que son impact est limité. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir des espaces où l'impact de l'erreur, si elle se produit, c'est pas l'objectif, mais il faut qu'elle puisse se produire pour avoir tous les bienfaits que vous évoquez. Bon, on y va, Guillaume. C'est bon, bah voilà, vous avez tout entendu. Spontané du coup, mais donc comme le dit Pablo, effectivement, le premier truc, ça va être de l'accepter l'erreur. C'est pas de ne pas virer la personne dès lors qu'il y a une erreur de réaliser.
On le fait tous avec nos enfants assez naturellement, mais dans l'entreprise, on a du mal. Ça veut dire un changement de posture, une certaine ouverture d'esprit. Ça veut dire un certain lâcher prise aussi. Ça veut dire être capable d'écouter et de comprendre pourquoi il y a une erreur de fait, qui a fait l'erreur, comment ça marche, et plutôt que de s'interroger sur qui a fait l'erreur et c'est la faute à qui, c'est ok, il y a une erreur collective, on essaye ensemble de l'analyser et on essaie ensemble de trouver une solution pour ne pas la reproduire, plutôt. Et c'est à tous les niveaux de l'entreprise. Alors c'est un gros mot de dire ça, mais il y a des erreurs qui sont faites par les grands patrons. Malheureusement, il y a quelqu'un qui nous donnait un exemple très intéressant ce midi, qui n'est pas là, donc on va devoir en parler beaucoup moins bien que lui, mais on a l'impression que, enfin, il y a des articles qui sortent en ce moment sur la compagnie aérienne, de Boeing, qui fait des avions, et il y a eu un nouveau patron qui, lui, ne tolère pas l'erreur du tout, et qui veut faire des sous, globalement, totalement, enfin voilà, orienté business, rentabilité et intolérance de l'erreur. Les conséquences, vous les voyez aujourd'hui, hein, l'entreprise est quand même dans une situation très difficile, ça va être très, très long de remonter la pente, parce qu'une grande partie, en fait, quand on ne tolère plus l'erreur, plus personne n'ose parler, plus personne n'osait dire qu'il y avait eu un souci ou que finalement la porte elle n'était pas bien fermée ou que c'était mal soudé, parce qu'il y a la peur de se faire virer, hein, il était assez cash sur le sujet. Et donc ça lisse aussi les compétences, c'est-à-dire que les gens qui sont experts, qui sont eux capables d'être entendus et capables d'expliquer pourquoi il est dangereux de ne pas bien souder la porte, ils la ferment parce qu'ils ont envie de rester dans l'entreprise. Donc ça nivelle par le bas les compétences de l'entreprise. Il y en a une partie qui s'est retrouvée, donc qui est partie, hein, les plus compétents sont partis dans d'autres compagnies, ils trouvaient du travail, il n'y a pas de problème. Ne sont restés finalement que ceux qui étaient débutants ou pas forcément très compétents. Et donc, avec aussi une incapacité, une omerta épouvantable qui empêche de communiquer. Et donc, les difficultés de qualité qu'aujourd'hui constate l'entreprise, avec les impacts énormes sur le plan financier, sur même des drames humains, hein, sur le sujet. Typiquement, une entreprise, donc c'est pour ça qu'on le dit à tous les niveaux de l'entreprise, une entreprise qui ne le tolère pas au niveau le plus élevé, voilà ce que ça peut donner. Je pense que quand il y a la sécurité qui est mise en cause, là, on peut comprendre qu'on n'a pas droit à l'erreur. Parce que là, s'il y a un Boeing, enfin, je veux dire, s'il y a des problèmes de soudure et qu'au final, le Boeing se crache, enfin, je veux dire, c'est pas comme... alors nous, on est dans une compagnie d'assurance. Alors le droit à l'erreur, il a été dit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut que ce soit sponsorisé dans l'entreprise. Il faut l'entendre pour que les équipes... Et c'est vrai que nous, le droit à l'erreur, il y a quand même moins de dommages, mais c'est justement, ça apprend beaucoup. Ça va être, on crée un nouveau produit, et justement, les équipes, on teste des choses, et là, on a le droit de se tromper. Enfin, dans le sens où on va proposer quelque chose au client, si ça lui convient pas, on peut pivoter, parce qu'on n'est pas allé très loin. C'est en ça, nous, le droit à l'erreur, il est acceptable. C'est juste pour ça. Enfin, je veux dire, après, quand la sécurité peut être mise en cause, c'est autre chose pour moi. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le patron de Boeing ne met pas le droit à l'erreur au bon niveau. Il devrait accepter toutes les erreurs possibles dans l'entreprise tant que ça ne sort pas. C'est ça son souci qui est raconté là sur le patron de Boeing. Et d'ailleurs, oui, sur les avions, il y a 5 systèmes en parallèle au cas où ils se plantent. Ils savent très bien que ça va se planter à des moments. Hein. Oui, mais c'est en général très, très, très redondant. Donc, c'est fait en sorte justement pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Mais ils ont quand même cumulé les erreurs liées à une omerta certaine posée par le directeur qui probablement ne fera pas de vieux os dans l'entreprise. On peut le supposer. Donc, on en est... donc c'est accepter l'erreur qu'on a un petit peu détaillé, valoriser les apprentissages de ces erreurs, on en parlait tout à l'heure, hein, ça veut dire c'est un changement de pratique, donc là on revient à des choses agiles, hein, la rétro, à l'amélioration continue, l'itération, chercher les feedbacks, de la transparence, donc la transparence qui est le problème qui manquait à Boeing, on en parlait, à tous les niveaux de l'entreprise aussi,
mais être capable, donc si on est capable de parler des erreurs, on est capable d'itérer et de comprendre l'origine des erreurs et de les corriger, sans pointer du doigt la personne qui l'a fait, mais se dire collectivement on a fait une erreur, comment on s'en sort, voilà. Et chacun de nous porte sa responsabilité. Cette notion de responsabilité, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est vraiment la base de tout. Et pour le coup, bon, on en a parlé un petit peu à travers l'exemple de Boeing et Guillaume en a parlé également. En fait, cette notion de responsabilité, elle est vraiment à tous les étages et tout le monde porte la responsabilité. Donc ça veut dire que quand on découvre un problème, par exemple, je sais pas moi, une mise en prod qui s'est mal passée, aller dénigrer un développeur qui a peut-être appuyé sur le bouton au mauvais moment, mais ça peut cacher d'autres choses en fait finalement quelque part. Donc ça veut dire que le manager a lui-même sa responsabilité, ça veut dire que peut-être au-dessus de lui, il y a aussi cette notion de responsabilité. Et donc tout le monde a la responsabilité de là-dedans, donc accepter le droit à l'erreur, ou en tout cas promouvoir le droit à l'erreur, nécessite que chacun porte cette responsabilité. Et donc, on a listé 5 points clés qui nous paraissent intéressants dans les postures sur cette notion d'acceptation de l'erreur. C'est l'engagement et la responsabilité, Laurent vient d'en parler. L'engagement aussi, ça veut dire que tout le monde est capable de s'engager, je ne reviens pas dessus, c'est un sujet récurrent dans l'agilité, mais c'est un point important. Ça veut dire du courage et de la transparence. Alors ceux qui ont été courageux chez Boeing, ils ne travaillent plus chez Boeing, visiblement. Ceux qui ont essayé d'être transparents aussi, mais ça veut bien dire que c'est important et que c'est essentiel si on veut avancer. On parle du monde de l'entreprise, mais c'est vrai à la maison. Hein. Le droit à l'erreur est le même, et la transparence, on la doit aussi à ses enfants, à ses partenaires, à ses amis, à sa famille. Et accepter l'erreur, c'est pas forcément simple non plus à la maison. Ça demande de la concentration et de la rigueur. Là, pour les musiciens, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très, très, très parlant. J'ose croire quand même que les gens qui fabriquent des avions, y compris chez Boeing, sont des gens concentrés et rigoureux, et que les erreurs sont à la marge. C'est quand même une posture importante, et l'agilité qui veut une espèce de grand club où on met des post-it sur les murs et on s'amuse de les travailler, c'est vraiment pas l'image qu'il faut en retenir. C'est vraiment une capacité de concentration et une rigueur essentielle au fonctionnement. Ouverture et adaptabilité, on en parlait pour l'acceptation de l'erreur, et puis le respect des uns et des autres, qui est essentiel, parce que quand on s'ouvre et qu'on parle de ses erreurs, c'est jamais évident de le faire, donc il faut aussi que les gens qui réceptionnent l'information et un comportement bienveillant est une capacité à entendre et à réagir de façon intelligente sur le sujet, parce que personne ne le fait naturellement, en tout cas dans nos entreprises aujourd'hui, et même à la maison c'est pas facile, donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de respect. Oui, on y vient sur les limites en fait. Ouais. On va en parler de ça. Et donc, voici un exemple de posture managériale qui va vraiment encourager l'initiative. Et donc, le droit à l'erreur, pour le coup, c'est en questionnant cette initiative. Donc, par exemple, quand quelqu'un vient, en fait, voilà, le manager peut poser la question, quelles hypothèses veux-tu tester? Donc ça, c'est une question assez puissante, pour le coup. Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour vérifier ces hypothèses le plus rapidement possible? Donc là, on commence à voir qu'on commence à border un petit peu le truc. Et quels seront les échecs qui invalideront tes hypothèses? Donc là, ça permet de donner accès finalement à la clôture du sujet. Puis quelque part, ça va border le sujet et ça va permettre donc à la personne, déjà, ça va lui donner la possibilité de se poser la question et de poser les hypothèses qui vont invalider, qui vont. Je m'embrouille. Donc je vais reprendre ma phrase. Merci. Tac, tac, tac. On rembobine. Ça va permettre à la personne de se poser la question et de réfléchir aux éléments qui vont mettre en lumière que ça va fonctionner ou pas, que ces hypothèses vont être valides ou pas. Donc ça, c'est puissant. Ce genre de questions, ça permet à la personne de réfléchir.
Alors, en complément, les scientifiques avancent comme ça. Il y a Einstein qui disait un truc très connu là-dessus. Je ne vais pas retrouver les mots exacts, mais c'est quelque chose du genre on préfère un échec dans une expérimentation physique qu'un succès, parce que l'échec, ça prouve qu'on n'est pas bon. Ça prouve que c'est pas, la théorie n'est pas appliquée, alors que le succès ne veut pas dire que la théorie est bonne. Et je ne sais plus comment c'est formulé ça, vous retrouverez ça facilement sur le Google. Mais c'est important. Voilà, donc des pistes de mise en œuvre. Vous pouvez le lire, c'est écrit. Donc, est-ce qu'on peut faire le plus d'erreurs possible? En fait, pas tout à fait. C'est pas ce qu'on est en train de dire du tout. Donc, on va vous proposer quelques pistes justement à mettre en œuvre. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on veut dire à travers ce slide. Voilà, c'est que autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau individuel, finalement, il y a des éléments que l'erreur va pouvoir, qui vont être fondateurs finalement des besoins de chacun. Par exemple, pour un individu, un de ses besoins, ça va être de trouver du sens. Pour une entreprise, un de ses besoins, c'est de produire de l'innovation. Mais à contrario, un des besoins fondamentaux des individus, c'est d'avoir la sécurité dans son travail et d'avoir la possibilité d'avoir une récompense à la fin, d'être augmenté par exemple. Et pour une entreprise, c'est de gérer les risques. Donc finalement, c'est la bascule entre chacun ces éléments, tant au niveau des individus qu'au niveau de l'entreprise. Donc il y a des choses qui vont finalement tirer les uns et les autres vers le haut et d'autres qui vont les freiner en fait. Donc le droit à l'erreur finalement c'est la bascule entre tout ça. Donc l'idée c'est de pouvoir essayer d'innover, oui bien sûr, mais ça veut dire aussi pouvoir se tromper vite et puis pour l'entreprise garantir la sécurité de l'entreprise. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est absolument indispensable. On ne peut pas permettre finalement à un individu ou une équipe de mettre en péril l'entreprise. Ça, c'est pas envisageable. Voilà, sur le tromper vite, c'est comme en musique, hein, on apprend vite parce qu'on se trompe rapidement, on se rend vite compte qu'on n'a pas fait le bon truc. Ça dissonne, donc voilà, et on est capable très rapidement d'identifier l'erreur, donc très rapidement de le corriger et d'apprendre, et on avance dans le morceau. Pour une entreprise, malheureusement, après ça dépend de la taille de l'entreprise et ça dépend des investissements consentis, mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile de vérifier rapidement qu'on a fait une erreur. Et on a vu des entreprises qui investissent plusieurs années dans un super concept, qui y mettent des millions et à la fin il n'y a pas du tout de résultat. Et comment on se trompe moins vite? Comment on essaie d'accélérer ça? Donc l'agilité et la capacité à le délivrer rapidement de la valeur aux clients et de tester concrètement sur le marché est un très bon exemple pour apprendre vite et de se tromper vite. Alors, il va falloir un cadre quand même. Tu peux passer au slide suivant. Du coup, c'est comment on se préserve des erreurs qui vont faire qu'un avion tombe et fait des morts. Il va falloir, de la même façon, il va falloir cadrer en fait, et c'est ce que disait Pablo tout à l'heure très justement, il faut cadrer. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas tolérer ou qui sont très difficilement tolérables, même par la société, hein, un avion qui se crache. Donc il va falloir mettre un cadre. Ça veut dire qu'on autorise l'erreur dans un cadre donné. Donc on limite les risques. Du coup, ça ne s'oppose pas à la gestion de risques qui sont souvent quelque chose d'assez prégnant dans les entreprises, notamment pour tirer les grands projets. Donc ça ne s'oppose pas à la gestion de risques. Ça veut juste dire qu'on essaye de mettre un cadre qui permet d'autoriser des gens à prendre des risques et donc à se confronter à l'échec pour apprendre sans mettre en péril l'entreprise, l'organisation ou les humains. Voilà. Et c'est ce cadre que les managers doivent mettre en place. C'est toute la difficulté. Donc ça permettra l'apprentissage, ça permet de gérer les risques, ça permet de clarifier les responsabilités. Donc après, comment on cadre? On essaye de gérer les risques, clarifier les responsabilités à chacun. Donc toi, tu as le droit de faire ça, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Privilégier les décisions collectives. Allez, tous ensemble, on essaye de se lancer dans telle initiative avec la possibilité d'échec.
Dans une entreprise, c'est pas toujours facile parce que le manager, N1, N+2, veut pas toujours. Donc là, il va y avoir un travail pour rassurer les parties prenantes et promouvoir la créativité. Voilà. Essayer de changer le mindset des managers pour justement cette promotion de la créativité en leur disant voilà ce que ça peut potentiellement vous apporter. Peut-être pas la pénicilline, mais peut-être l'équivalent chez vous. Et rassurer les parties prenantes en disant attention, attendez, on va prendre des risques, on va essayer quelque chose, ça peut être un échec, mais il y a de la valeur associée si ça marche. Et si ça marche pas et que on fait des erreurs, on a conscrit les risques. Donc on ne va pas mettre l'entreprise en péril. Et dans un cadre comme ça, on va pouvoir autoriser l'échec, autoriser l'erreur. Donc c'est toute la difficulté pour une entreprise, c'est de se dire en fonction du niveau et de l'échelle, qu'est-ce que je m'autorise à faire ou pas. Si on ne s'autorise pas du tout d'erreur, on va tuer la créativité. Si on s'autorise trop d'erreurs, on va mettre en péril l'entreprise, les humains ou l'organisation. Donc quel est le bon niveau de maille? C'est la vraie difficulté. Et ça va sécuriser également chaque individu. Chaque individu va se sentir beaucoup plus libre dans un cadre finalement pour essayer des choses et sans risquer de mettre à mal finalement sa propre réussite individuelle. Oui. Si on ne s'autorise pas l'erreur, on risque de bloquer le système. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire parfait, de tout consolider en amont et on ne va pas avancer pour autant. Donc. Mais ne pas autoriser l'erreur, pour quelqu'un qui fait de la musique, on ne peut pas faire de musique sans autoriser l'erreur. C'est la base. Donc mais pourtant, on a tous ça en tête, ça paraît naturel. Après, on retourne à l'entreprise le matin, on se dit, j'ai pas le droit de faire d'erreur. Bon, voilà. Et comment on peut mettre ça en œuvre, ce cadre? Comme je le disais tout à l'heure, avec des itérations courtes, donc là on retrouve des choses un peu agiles, c'est un peu l'idée quand même à l'Agile Tour, mais on retrouve de la transparence, de mettre des dods, de mettre des limites, de suivre des coûts, etc., de faire des démos régulières, etc., voilà, voir est-ce qu'on a fait une erreur, pas une erreur, est-ce que ça marche pas. Et vu qu'on doit se tromper vite, la notion d'itération, une itération courte, nous permet de vérifier assez vite si on a fait une erreur ou pas. Voilà, il faut être moteur dans la démarche, donc c'est pas toujours évident dans une entreprise, parce qu'on est souvent pris par d'autres choses. Comprendre les besoins de son manager aussi, parce que pour vendre même s'il a compris qu'on a maîtrisé les risques, qu'on a conscrit les risques, il faut qu'il voit un intérêt à la chose. Donc comment on lui vend le truc? Il faut déjà comprendre ce qui l'intéresse lui. Qu'est-ce qui intéresse le DG de l'entreprise ou le tel directeur? Qu'est-ce qui va l'intéresser pour qu'ensuite nous on puisse imaginer des initiatives susceptibles d'apporter de la valeur, répondant à ses attentes. Si on ne répond pas du tout à ses attentes, ça ne l'intéressera pas. Et fixer soi-même un cadre, si on ne nous en fixe pas un, on doit être capable de s'en fixer soit à soi-même, et on le fait tous. Quand on fait du vélo, on essaye de ne pas descendre sans casque une pente à 20%, on se dit bon là, il y a un moment où je vais quand même tomber. En voiture, on ne roule pas 200 km/h, on se fixe soi-même des cadres au quotidien pour limiter les risques. Voilà. Mais dans l'entreprise et dans son service ou avec ses équipes, c'est pas évident. Voilà, donc en résumé de ce qu'on est en train de dire sur le cadre, c'est que le cadre, il peut venir de au moins 3 choses différentes. Il peut venir du manager, qui peut proposer un cadre général pour border les initiatives. Il peut venir de l'organisation. Avec une organisation agile, ça facilite drôlement parce qu'on voit bien, l'organisation agile favorise largement le droit à l'erreur. Et après, à titre individuel également, en fait, on peut également proposer un cadre. Si on a envie de tester une initiative, on propose ce test d'initiative, mais dans un cadre donné qu'on se fixe nous-mêmes et qu'on partage avec l'organisation. Et la limite du droit à l'erreur, finalement, après avoir un petit peu réfléchi à ça, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est la faute. La faute, alors comment est-ce qu'on définit la faute finalement? La faute, on peut la définir comme quelque chose avec une intentionnalité derrière. Et ça diffère complètement finalement de la notion d'erreur.
Donc, le corollaire du droit à l'erreur, finalement, c'est également le droit à l'exigence. On a le droit, enfin en tant qu'organisation, on a le droit d'exiger le maximum finalement de ses équipes. Et une entreprise peut promouvoir le droit à l'erreur et en l'accompagnant finalement de ce droit à l'exigence, dans le respect bien sûr du cadre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on le verra peut-être après ça. 10 minutes, on le verra après. Ouais. Voilà, et donc vas-y, je t'en prie, mettre le dernier slide. Voilà, en conclusion, il ne faut jamais confondre essai et échec. On voit cette image, ça c'est une citation de Thomas Pesquet, et l'image, c'est l'énorme fusée envoyée par SpaceX, me semble-t-il, qui n'a pas marché en fait. Il y a eu une énorme explosion, mais à travers cette explosion, d'ailleurs ils ne s'attendaient même pas à ce que ça fonctionne, c'était juste un test. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste vérifier un certain nombre d'hypothèses. Donc que ça crache, ils s'attendaient, c'était un résultat attendu parfaitement normal. Ils ont appris beaucoup, ça a fait un trou énorme dans le béton, ils pensaient que ça allait résister, en fait ça a fait un trou, un cratère gigantesque, donc ils se sont dit le sol, va falloir qu'on le renforce quand même, parce que c'est des choses qui n'ont jamais été faites. En référence, c'est le livre dont on parlait tout à l'heure de Charles Pépin, qui est intéressant sur le sujet. Voilà. Puis un autre bouquin d'Aurélien Barraud qui est hyper intéressant également, qui reprend toutes les thématiques qu'on a pu voir ce soir, notamment celle relative à l'espace finalement, parce que dans ce bouquin, il recense un certain nombre d'anomalies que la science a observées et qui mettent en cause finalement soit la théorie elle-même, soit les observations. Donc ça a permis d'apprendre énormément de choses sur l'espace. Et voilà, puis voilà, maintenant... c'est terminé, le calvaire est fini, il est 18h05. On a 2-3 petites questions après à vous poser. Tu peux passer à la suite s'il te plaît. Voilà des petites questions-réponses pour voir si vous avez quel est votre avis là-dessus finalement. Donc par exemple une équipe qui fait souvent la même erreur et on s'aperçoit qu'il y a des impacts moyens ou importants. À votre avis, ça relève de l'erreur, ça relève de la faute, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est de la faute de la personne qui appuie sur le bouton, par exemple? Non, je pense qu'il faut revoir la procédure. C'est tout. Si c'est répétitif, c'est pas normal, il y a un problème. C'est pas la faute de la personne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour améliorer ça? Il faut le virer. Non, Ouais, mais carrément, ok. On est d'accord, très bien. Ok. Je crois qu'on a dit... faut remettre une procédure en place claire et... Putain, ça remarche, merveilleux. Comme quoi ça allait le coup. Oui, par exemple, le genre de choses qu'on peut se dire, c'est est-ce que l'équipe a traité ce point en rétrospective? Le management est-il au courant? Y a-t-il une décision sur ce point? Donc oui, ça rejoint ce que tu dis, il faut virer la personne, on est d'accord. Oui. Autre cas, un collaborateur à qui des erreurs basiques arrivent régulièrement. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on doit le virer lui aussi et on va le mettre dans le même train que les autres? On peut pas juste vérifier son code. Non, mais on a ça quand on a un développeur qui... En fait, il y a le développeur qui code et derrière, il y a une code review. Voilà, tout simplement. Donc, et celui qui fait la code review, si la personne est réputée pour une erreur basique qui lui arrive souvent, c'est à mettre en place dans l'équipe, tout simplement, quoi. Ok. Je pense qu'il faut l'aider et l'accompagner pour monter aussi en compétences. C'est ça. Et voilà, vous avez des éléments de réponse. Et le cadre est-il trop flou? Le cadre est-il sécurisé? Le collaborateur est-il formé? Parce que c'est vrai que s'il n'est pas formé, le pauvre, c'est ce que tu disais, ça revient à ça. Le collaborateur est-il au bon endroit sur le bon métier? Parce que peut-être que s'il n'aime pas du tout faire du code et qu'il préfère, je sais pas, faire PO ou business analyst par exemple, ça peut poser un problème.
Et à votre avis, le droit à l'erreur au niveau des impôts? Parce que là, pour le coup, c'est un cadre législatif qui est extrêmement clair. À votre avis, vous en pensez quoi? Je dis heureusement qu'on a droit à l'erreur parce que c'est tellement compliqué parfois, mais je crois qu'on l'a maintenant. Enfin, Oui, c'est récent. voilà, Hein. c'est récent. C'est Voilà. récent. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué que je trouve que c'est bien qu'on ait droit à l'erreur. Voilà, la limite, et c'est ce que je voulais, c'est là où je me suis arrêté tout à l'heure, c'est la limite, c'est entre être de bonne foi versus délibérément. Donc il y a cette notion d'intentionnalité derrière. Y a-t-il une volonté de nuire? Voilà, et c'est sur ces critères-là, entre autres, hein, on a résumé, que se basent les impôts pour définir ça, et c'est ce qui va définir votre niveau de pénalité, soit de 0, si vraiment ça rentre dans le cadre du droit à l'erreur, soit X. Voilà, c'est ce qui peut un peu. On a essayé de réfléchir sur la notion de faute versus erreur, et on est arrivé à cette conclusion-là. Voilà. Là, on a vraiment fini. C'était notre deuxième conclusion. On va pouvoir partir sur la troisième conclusion. Non, c'est une blague.